Salam alaikum, Azulfillaoun, bonjour. Monsieur Aïssa Mguellati, originaire de la petite bourgade d'Al-Gantara à mi-chemin entre Batna et Biskra, était l'un des hommes les plus riches, sinon le plus riche, d'Algérie, à l'instar d'autres riches négociants algériens qui constituaient la grande bourgeoisie du pays au lendemain de l'indépendance. Rabbi yarhamou. Une bourgeoisie qui avait bâti sa fortune au fil des générations, à force de travail, de persévérance, d'économie, dont la moralité, l'intégrité, le sens de la réserve étaient des principes cardinaux. Ces familles fortunées auraient pu devenir le moteur et le support de l'économie algérienne naissante. Elles auraient pu lui inspirer le grand souffle moral sans lequel aucune richesse ne peut être profitable à la multitude. Elles avaient su s'imposer aux autorités coloniales sans trahir leur peuple, sans rien compromettre de leur attachement à leur pays et à leur société, à leur religion, à leur identité. Elles ont toutes, plus ou moins, puissamment contribué à la révolution algérienne. C'est le cas de Aïssa Mguellati. Mais elles n'en seront pas moins balayées par le régime parce qu'elles lui étaient foncièrement hostiles, parce qu'elles n'adhéraient pas à ses visées, à la médiocratie triomphante déjà de ces apparatchiks revanchards qui les désigneront au nom d'un socialisme de pure façade, à la vindicte et à la rancune de la rue. Ils ont été accablés de crimes qu'ils n'ont pas commis et surtout de celui impardonnable d'être en même temps riches et honnêtes. Deux critères qui ne pouvaient être conciliables pour les nouveaux maîtres. Ils seront poussés inexorablement à la ruine. Ils seront brutalement dépossédés de leurs biens, parfois ancestraux, pour être remplacés par une nouvelle caste de nouveaux riches sortis toutes casqués de la cuisse du régime. Des arrivistes et des parvenus sans scrupules, voraces, brutaux, corrompus jusqu'au tréfonds de leur âme, si tant est qu'ils en aient une, bien sûr. De nouveaux riches qui ne s'embarrasseront de rien pour amasser d'immenses fortunes, qui en feront un étalage outrancier, qui ne transmettront à leur engeance que leur seule turpitude et une faim insatiable qui ne les quittera jamais, quelle que soit leur fortune. Monsieur Aïssa Mguellati était l'un des plus influents et des plus riches de cet aéropage de riches Algériens qui se trouveront donc, dès l'indépendance du pays, exposés à l'ire et à l'envie dévorante des nouveaux satrapes. Aïssa Mguellati vivait à Batna, dans une modeste mais non moins coquette petite villa, qui n'a pas changé à ce jour. Petit, rablé, les cheveux coupés à la brosse américaine, Ammi Aïssa, comme nous l'appelions tous à l'époque, était la bonhomie et la gentillesse personnifiées. Il pratiquait une charité très discrète, à très large échelle. Venait au secours des plus démunis, et Dieu sait qu'il y en avait à l'époque. Il vaquait à ses affaires en Algérie, à l'étranger, comme s'il dirigeait un petit commerce avec l'aisance du grand négociant et la modestie des hommes pudiques, prudents, mais grands seigneurs. Il attachait une grande importance à l'instruction de ses enfants. Je me rappelle de deux parmi eux, Nadir et Jamel. Jamel qui est un ami. Ils devinrent respectivement juristes et ingénieurs. Ils furent recrutés par leur père dans l'entreprise familiale. Le premier en devint le directeur administratif et le second directeur technique. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir pour résister aux agressions incessantes du régime. Mais la tentative de renversement du régime de Boumediene par Tahar Zbiri les précipita dans l'enfer. Il se trouva donc malheureusement
pour eux qu'ils avaient des liens avec le colonel Tahar Zbiri. C'était tout ce que demandait Boumedienne pour assouvir enfin la rancune mortelle qu'ils nourrissaient à leur endroit. Ammi Issa fut arrêté, ainsi que son frère, ses fils, et même des femmes de la famille, semble-t-il. Ils furent soumis à la question et furent détenus pendant de longues années, sans jugement, dans des conditions atroces. Je me rappelle que le frère de Ammi Issa, un négociant de date dans le quartier Souq al-Asr, fut arrêté et ses biens placés sous séquestre. Sa famille tomba dans l'indigence. Ses deux fils, qui étaient mes amis, Rabah et Mansour, faisaient peine à voir. Depuis, le malheur et la zizanie se sont installés dans la famille. Des années plus tard, après leur libération, les Mghillati n'étaient plus que l'ombre de leur passé. Ils tentèrent courageusement de combattre l'adversité, mais le cœur n'y était plus. Les horreurs que le régime leur avait fait subir avaient altéré les nobles sentiments dans lesquels ils s'étaient épanouis. Ils se sont retrouvés dans une jungle où seuls les fauves et les charognards avaient table dressée. Depuis, des choses ont changé. Ammi Issa est mort, Rabbi yarhamou. Ses fils sont toujours de ce monde et tentent de survivre dans la jungle. Mais, et c'est l'objet du top 3 d'aujourd'hui, une anecdote est restée dans mon esprit. Je m'en vais vous la conter. Je me rappelle donc que dans mon enfance, la villa des Mghillati se trouvait à un angle des allées Ben Boulaïd, en face des bâtiments où j'habitais. La villa faisait face à l'école où j'allais, l'école du Stan, l'école indigène de garçons, comme on l'appelait à l'époque. C'était juste après l'indépendance. Batna était alors une coquette petite ville. Les temps étaient durs et peu de gens mangeaient à leur faim, mais ils flottaient dans l'air comme un bonheur délicat, un souffle de douceur. Les aurores étaient si calmes et les rires ponctuaient de joie la vie paisible de notre petite ville. Le directeur de l'école de Kurdistan, l'école indigène, M. Touri, Rabbi yarhamou, était un ancien instituteur comme on n'en fait plus, un agrégé de mathématiques. Il jouissait du respect et de la considération générale. Je me rappelle même que les gens lui cédaient tout le trottoir lorsqu'ils le croisaient. Nous avions pour habitude de jouer au football, comme on disait, sur un terrain qui se trouvait à proximité sous les bâtiments. Tout le monde savait qu'à heure régulière, toujours à la même heure, M. Touri quittait l'école où il résidait par ailleurs pour se rendre à la librairie qui se trouvait à quelques centaines de mètres de la librairie de Jattaou, si je ne me trompe, ou la librairie Gerfi, je ne me rappelle plus très bien. Droit comme un nid, habillé de façon stricte, un chapeau mou sur la tête, M. Touri, conscient de l'importance qu'il inspirait aux gens, ne déviait jamais de son itinéraire. Il répondait sobrement au salut de ceux qui le croisaient, d'un avare hochement de tête. Puis, les journaux sous le bras, il retournait à son école par le même chemin. Or, curieux comme nous étions, nous avions remarqué qu'à la même heure, Ammi Issa Mghillati s'arrangeait. Il s'arrangeait toujours pour faire semblant de rencontrer M. Touri par hasard, à son retour de la librairie, comme par hasard. Quand celui-ci était donc sur le chemin du retour, toujours au même endroit. Nous le voyions alors l'aborder avec force sourire, s'incliner littéralement devant lui serrer la main avec effusion. La rencontre ne dépassait pas quelques minutes, à l'issue de laquelle M. Touri, froid et distant, comme à son habitude, poursuivait son chemin. Et nous, enfants, étions très étonnés. Nous ne comprenions pas comment et pourquoi Ammi Issa, si riche, si respecté, qui avait une voiture américaine, qui n'en finissait plus de longueur, qui avait 100 sacs d'argent et 100 sacs d'or, comme disait la légende à l'époque, se confondait ainsi en courbette devant un simple directeur d'école. Ce mystère impénétrable suscitait des spéculations sans fin dans nos conversations d'enfants qui rêvions tous d'être un jour comme Ammi Issa. Notre chef de bande, le plus âgé et donc le plus perspicace, nous affirmait doctement
que Ammi Issa faisait la sqala à M. Touri parce que c'était ce dernier qui avait la clé du souterrain où étaient cachés les sacs d'or et d'argent. Le prestige du directeur d'école n'en grandissait que plus à nos yeux. Il était devenu un personnage de légende. Et bientôt, plutôt que de vouloir devenir Ammi Issa quand nous serions grands, nous voulions tous devenir des Monsieur Touri, le gardien des trésors. Pour nous, l'équation était simple. Il était le meilleur puisque le plus riche s'inclinait devant lui. Bien plus tard, lorsque je fus admis d'autorité au décevant statut d'adulte, un jour que je m'étais rendu au siège de la société Mguellati pour y voir Jamal, j'ai eu le plaisir de rencontrer Ammi Issa Rabbi Yarhamou dans le hall de sa société. Je ne pus résister à la tentation de lui poser la question sur ses rencontres d'antan avec M. Touri et sur ses curieuses effusions, ostensibles à l'égard du personnage. Il se fondit d'un grand sourire et après avoir failli s'étrangler de rire, il avait une façon très curieuse de rire, comme ça, en catimini. Il me répondit à quelque chose, en substance, ceci, je le cite. Je suis très content que toi et tes petits camarades ayez remarqué avec quel respect je m'adressais à M. Touri. Je faisais tout pour qu'on me remarque parce que je voulais donner une leçon aux gens. Je voulais que tout le monde voie que la richesse n'est rien face à la connaissance et à la dignité humaine. Et M. Touri était les deux à la fois. Je voyais que les valeurs de notre société commençaient à se dissiper, à partir, et que l'argent prenait le pas sur tout le reste. Alors moi, le plus riche de la ville, je faisais voir publiquement aux gens, je ne pensais pas aux enfants, moi je voulais montrer aux adultes, que je m'inclinais très bas devant le digne représentant des vraies valeurs. Aujourd'hui, je suis heureux, mon fils, de savoir que les enfants qui m'observaient et qui sont devenus les hommes d'aujourd'hui ont compris que la vraie richesse, celle qui impose le respect, ne se trouve ni dans les poches, ni dans les coffres-forts, mais dans l'homme savant. Fin de citation. Rabbi yarhamak Ammi Issa. Je ne sais pas si la leçon a porté, mais je sais qu'elle a le mérite d'avoir été donnée. Pour ma part, grâce à cette leçon de Ammi Issa, j'ai appris à distinguer les gardiens de trésors, ceux sur qui repose la voûte céleste. Je les reconnais toujours. Aujourd'hui. Algérie Focus. Connaissez-vous les 9 hommes les plus riches d'Algérie par Abdou Semmar. Al-Watan. Bablouad au souvenir d'Alger la Blanche. Algérie résistante. Bricolage, navigation à vue, corruption et consommé algérien par Mohsen Abdelmoumen. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Anwar Haddam, président du mouvement Al-JS, et Sami Dzeri, documentaliste à Paris. Anwar Haddam qui est à Washington. Merci Anwar Haddam d'être des nôtres. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam azouflaoun. Anwar Haddam, notre société aujourd'hui, il y a comme un délabrement civique, comme un bouleversement de l'échelle des valeurs. C'est comme si toute la société, tout entière, était dans une sorte de folie où les contre-valeurs sont devenues des valeurs, où les vraies valeurs sont devenues un peu comme de la jiha, si je peux dire. Votre avis sur la question? Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci pour cette invitation. Merci. Et actuellement, dans toutes les régions du pays, on a des Ammi Issa, Allah yarhamou, qui sont vraiment, qui ont bien compris que
faire de la richesse, travailler. Cela n'était pas synonyme de tricherie ou de corruption, mais d'être honnête. Honnête et faire de la richesse, c'était possible. Et aussi, il y a beaucoup, dans toutes les régions du pays, alhamdoulilah, qui respectaient les hommes de science, le maître, l'instituteur. Et alhamdoulilah, merci pour cette introduction, c'était vraiment bouleversant. Merci. Effectivement, nous avons perdu en tant que société notre système de valeurs, le système de nos priorités. Et je pense que cela a été dû principalement à une c'était, comment on dirait ça, c'était une expérience ou bien c'était plutôt une aventure de la part de ceux qui se sont accaparés le pouvoir en Algérie, parce que tout est politique. Ils sont accaparés au pouvoir en Algérie, qui pensaient qu'ils pouvaient diriger une société, avoir un état normal, tout en essayant d'écraser les valeurs et les principes de ce peuple, du peuple. Et ainsi, nous avons vu qu'ils ont vraiment... permettez-moi de donner tout le monde a vu ça dans la télévision il y a certains mois. Je vous en prie. Lorsque le faisant fonction de Premier ministre en Algérie était en visite dans l'une des cités universitaires pour les filles. Il disait aux filles, en tant que Premier ministre, en tant qu'homme responsable, homme d'État, bien sûr, vous voulez encourager nos jeunes pour qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts pour étudier, pour accaparer cette science, le sens du respect, du travail. Qu'est-ce qu'il leur disait? Et il disait aux jeunes, vous avez de l'argent d'enseigne, utilisez-le pour etc., etc. Si au sommet de l'État, ils ont perdu cette notion, ce système de valeurs qui valorise la science, qui valorise le travail. Comment voulez-vous que nos jeunes vont respecter la science, ils vont respecter les études, l'éducation? Mais Anwar Addam, est-ce que le fait que ceux qui commandent aujourd'hui à l'Algérie, ceux qui dirigent le pays, soient une mafiocratie, je crois que c'est le terme qui leur convient le mieux, même s'il n'existe pas dans le dictionnaire, est-ce que le fait qu'ils soient une mafiocratie, est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une conséquence? Est-ce qu'ils sont la conséquence de notre propre démission ou est-ce que eux sont la cause de notre propre déchéance? Allah, franchement, je sais, c'est un risque de le prendre politiquement, mais je pense, sincèrement, je pense que c'est ceux qui sont au pouvoir en Algérie maintenant, ils sont purs que la mafia. Parce qu'il faut bien étudier l'histoire de la mafia. Bon, ils s'enrichissaient d'une manière illégale, etc., mais ils avaient un peu de respect pour le village d'origine, oui, pour le pays d'origine. Ces gens-là, ils ont dilapidé ce pays. Ils l'ont mis à genoux, notre pays. C'est pire. Moi, je pense que c'est insulter la mafia que de les considérer comme des mafiosi. C'est pire que ça. Mais est-ce qu'ils ne sont pas une conséquence? C'est l'ignorance. Est-ce qu'ils ne sont pas une conséquence de notre propre démission collective? Très sincèrement. Je peux comprendre ça. Oui. Mais ne faites pas de politique, Anwar Addam. Répondez-moi franchement. Dites-moi le fond de votre pensée. Franchement parler, je pense que c'est de deux côtés. Okay? Il y a eu cette aventure qui était vraiment puérile, cette aventure dangereuse, d'essayer de supprimer, d'oppresser les valeurs qui font de notre identité, les éléments identitaires de notre algérianité, c'est-à-dire la religion, l'islam et les valeurs et principes de l'islam, ainsi que les deux langues, l'arabe et la majorité, et penser qu'on pouvait bâtir un État loin des valeurs et principes de ce peuple, du peuple qui on est censé le servir. Ça, c'était très dangereux. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a toute une génération, il y a des générations actuellement depuis plus de 20 ans. Il y a des générations qui ont été élevées loin de ces valeurs. Moi,
je ne les blâme pas. Je ne blâme pas actuellement le peuple algérien pour ce qui s'est passé. Bien sûr, maintenant, il est temps d'arrêter ça. Donc, tout en ne pas blâmer nos jeunes, pas blâmer notre peuple, il faut encourager nos jeunes et encourager nos peuples qu'il faut arrêter. Et c'est pour ça que ces émissions comme la vôtre, Hadi, Jazakumullah Khair, ou Ta'al Magharibi en général, c'est qu'elle va aider à faire cette éducation de l'ouaï. L'ouaï, pour être vraiment conscient de ce qui se passe, parce que c'est très grave. C'est très grave. Lorsqu'on voit que des gens, ils sont là que pour s'enrichir, uniquement pour s'enrichir, au détriment de tout un peuple. Ça, il faut pas continuer à regarder ça. On comprend ce qui se passe, mais maintenant, il est temps d'arrêter ça. Restez avec nous, Anwar Addam. Nous allons recevoir Sami Dziri, qui est avec nous, documentaliste à Paris, un enfant de la Kasbah, qui se rappelle des beaux jours de la Kasbah d'avant, quand tout le monde était solidaire, quand les gens étaient sobres, modestes, qu'ils se contentaient de peu et que c'était presque Aïb, celui qui montrait sa richesse. Sami Dziri, merci d'être des nôtres. Merci beaucoup de m'avoir invité, Jamaldine, et je remercie aussi votre invité aussi qui a parlé des choses bien sensées et surtout ce que vous avez développé sur le personnage de Issa. Et donc voilà, pour moi c'est que la société algérienne est déstabilisée et surtout désorientée. J'insiste sur le fait sciemment désorientée par une oligarchie qu'on peut qualifier aisément de criminelle, même pas mafieuse, criminelle. Elle a été désorientée par un programme, un processus savamment orienté et majestueusement orchestré durant la décennie rouge. C'est le point nodal de notre malheur. Quels sont les faits? D'abord, c'est la perte des repères. Il n'y a plus de référentiel auquel il n'y a plus de référentiel auquel qu'on a utilisé dans les moments les plus difficiles de notre histoire, et notamment la colonisation. On n'a plus de valeurs ancestrales, familiales, sociétales, plus de principes auxquels on s'attache comme noyau référent. On peut se poser des questions. Comment on est arrivé là? La première chose, c'est la mauvaise gouvernance, la médiocrité de nos responsables politiques, l'incompétence et l'irresponsabilité. On n'a pas de garde-fous, c'est-à-dire des institutions qui contrôlent le contre-pouvoir. Et on a une exhibition de la corruption, du crime et de la rapine de manière ostentatoire. Quand on voit qu'un simple vendeur de pastèques du côté d'Azfoun devient patron des patrons. Les choses se sont compliquées. Quand on voit aussi la justice qui est domestiquée, voire même auxiliarisée par ceux qui devaient être condamnés. Quand on mélange les concepts, celui qui s'affaire dans le népotisme outrancier, dans le piston ostentatoire, on appelle ça le marifa. Quand on vole l'État, le trésor public, les biens collectifs, on appelle ça le qfaza. Quand une catégorie d'Algériens sont impliqués dans des affaires très 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 graves, scabreuses, Khalifa, quand on voit Sidi Saïd dire « je ne savais pas », il n'est pas condamné. L'ancien ministre des Finances, qui est devenu ministre des Affaires étrangères, puis président du Conseil constitutionnel, il a dit dans le procès Khalifa que il n'était pas assez intelligent pour déceler la gravité de l'affaire Khalifa. Et vous avez des Belloumi qui veulent devenir député, que son second mariage a été financé par Khalifa. Tout ce monde-là blanchit. Les condamnés sont des lampistes, des subalternes, qui vont directement en prison. Vous avez des affaires très très graves. L'autoroute Est-Ouest, ce qu'on appelle actuellement l'autoroule. Des gens qui se sont fait de l'argent, mais par des milliards. On a dit que rien que l'autoroute, la corruption, on a estimé à 5 milliards pour 1200 kilomètres. 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, oui. Alors que depuis 1200 kilomètres, 5 milliards de dollars de corruption. La Turquie, elle a construit 6850 kilomètres pour 6 milliards. Vous vous rendez compte? 6 milliards.
quand les mafieux sont promus DG, PDG, ministres, Wali, et les compétences foutent le camp du pays. L'Algérie a changé sa matière grise avec la matière grasse. Tant qu'on voit des ministres, des généraux, avec leur quintal de graisse sur le ventre, quand le gain facile envoyait toute la jeunesse par la drogue au point de faire du pays, autrefois havre de paix et de sécurité, à une zone de transit de drogue. Ça, c'est un rapport d'une institution internationale. La drogue latino-américaine, marocaine, et vers l'Europe. Tout cela sous la bienveillance de nos valeureux responsables de la sécurité du pays. Sami Dzeri, qui nous ont sauvés de terrorisme, soi-disant. Sami Dzeri, comme nous arrivons à la fin de la partie que vous allez nous quitter, Nour Haddam reste avec nous en Skype dans la deuxième partie, que nous ouvrirons le standard à nos téléspectateurs. Je voudrais vous poser une question avant que vous nous quittiez, question un peu délicate. Je vous demanderai de nous répondre sincèrement, comme je vous connais. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, il est toujours possible d'être riche et honnête? Sami Dzeri? Actuel. On peut résister en espérant voir les choses venir autrement. Mais dans le système actuel, c'est pas possible d'évoluer avec sa honnêteté, sa compétence, ses aptitudes, son savoir-faire. C'est pratiquement impossible. Ça veut dire, maintenant, pour constituer une fortune, il faut passer par les chicanes savantes du régime, la corruption, le piston, etc. Obligatoire, puisque d'abord, si vous êtes riche, votre premier ennemi, c'est pas le marché, c'est l'administration. Merci, Sami Dzeri, je suis obligé de vous interrompre. Nous arrivons à la fin de la première partie. Ça passe toujours très vite. Je reconnais que mon introduction a été un peu longue. Sami Dzeri, je vous remercie. Merci pour votre brillante intervention. Au plaisir de vous revoir bientôt. Donc, nous allons ouvrir le standard après un court intermède. Et vous pourrez poser vos questions à Nour Haddam qui répondra avec plaisir. À tout de suite alors. Salam alaikum min jadid, rebonjour. Donc, Ahmed d'Alger. C'est Jamal. Ahlan, c'est Ahmed. ربي يحفظك. يسلمك. أخويا l'histoire véridique que vous nous avez rapportée, contée, m'a profondément ému. Oui. Vous m'écoutez? Je vous écoute, c'est Ahmed. Je Oui. vous écoute.
واش نقول لك الجهل والمال والسلاح اذا تلاقاو يديروا رايهم في ولاد الفاميليا. واش ما عندي ما نقول لك، يقول لك راح هذاك الزمان بناسو وجا هذا الزمان بفاسو، واللي يقول الحق راح راسو. بارك الله فيك. موا جي فيكو دي كا انالوج. وي دي كا كيما عيسى الله يرحمه، شفت انا راني ثاني انا كبير شويه، شفنا عباد بزاف صار لهم كيما سي عيسى. سي فري. ميرسي سي احمد، ميرسي انفينيمون. عبد الكريم de France, je crois. Bonsoir, monsieur Jamal Eldin. Bonsoir, c'est Abdel Karim. Écoutez, moi j'ai deux mots à vous dire. Cette famille qui ne sont pas musulmans, c'est des juifs. Attendez, je vous arrête, monsieur. N'attentez pas à l'honneur des gens. Moi, je les connais très très bien. Pardon, merci, au revoir. N'attentez pas à l'honneur des gens honorables, s'il vous plaît. المكي de Biskra. المكي de Biskra. Allô, monsieur Benchenouf. Oui, c'est le Makki, Ahlan Bik. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais poser une question à votre invité, si c'est possible. Je vous en prie, il vous écoute. Aujourd'hui, je lisais des journaux, je lisais à propos de monsieur Nekez, qui parle d'une amnistie pour cette bande de voyous. Oui. Qui n'a ni cœur, ni foi, oui. Qui est en train de voler son peuple. Faudrait-il les amnistier ou les traduire devant une juridiction compétente? Ok, d'accord. Bien avant ça, oui. Bien avant ça, oui. Il y a ce qu'on appelle les restes du colonialisme. Oui. Les enfants de Diez et de Harka qui sont en train d'exploiter encore nos terres à nos jours, oui. Qui nous volent et que l'État ne fait rien et qui est complice de ces gens. D'accord. C'est le Makki. Anwar Adam vous a entendu. Quand on lui donnera la parole, il vous répondra. Nordin de France. Salam alaikum, c'est Jamal. Wa alaikum salam, c'est Nordin. Salam alaikum, c'est Anwar Adam. Voilà, je voulais intervenir parce qu'on est en train de faire un constat. On a posé les problèmes, tout le monde sait ce qui se passe. Moi, la question que je voulais poser surtout à notre frère Anwar Adam, quelle est la solution pour changer, parce que ça nous fait pleurer, ça nous fait mal au cœur de voir ou d'entendre ce qu'on dit sur notre très beau pays, avec toute la richesse qu'on a, avec tout ce qu'il faut au niveau peuple. On a une population très jeune, on a des cadres. Moi, j'en fais partie des gens qui ont quitté le pays. Je suis médecin. C'est dommage, on a quitté le pays, on n'a pas pu donner, rendre à notre beau pays ce qu'il nous a donné. La question, c'est aussi maintenant les gens qui font des problèmes en Algérie, qui volent l'Algérie, qui mènent l'Algérie à la dérive totale. Quelle est la réponse? Quel est le problème? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on doit faire? Merci Nordin, c'est clair. Ali d'Alger. مساء الخير سي جمال الدين. مساء النور خويا علي، اهلا بك. بارك الله فيك يا vous invitez aussi. Merci. Monsieur Jamal Eldin, ces gens-là, ces nouveaux riches corrompus, comme disait Jacques Brel, on ne discute pas, monsieur. Ils sont comme des champignons. Ils n'ont pas de racines, c'est-à-dire de noblesse. Oui. Aujourd'hui, ils sont en train de détruire le pays par leur arrogance. Oui. Les Bengana, les Brechikou, les Tamzali, les Hamoud Bouhlan, etc., etc. Tant d'hommes de bonne volonté qui sont devenus riches grâce à leur labeur durant des siècles. Et ils sont partis, beaucoup sont partis à l'étranger installer leurs usines. C'est malheureux pour ce pays. Merci, c'est Farid, merci. معنا Farid d'Alger. Allô, Farid, تفضل, je vous en prie. Bonjour, monsieur Benchenouf, j'ai l'honneur que je vous ai eu
sur l'écran, hein, et pour la première fois. Merci, merci Avec Fadi. tous mes respects, vous Merci. et M. Hicham Aboud. Anwar Haddam qui est avec nous. Anwar Haddam. Bon, Anwar Haddam, c'est le maestro. Ah, ben, merci beaucoup. C'est le Merci pour maestro. lui. C'est le dernier des maestros. Merci beaucoup. Je vous en prie, posez votre question parce qu'il y a beaucoup d'appels. J'aimerais que vous posiez votre question, que vous disiez ce que vous avez à dire. Bien précis. Oui. Pourquoi, je pose une toute petite question à M. Anwar Haddam, pourquoi en Algérie on n'a que des bouchers et des bûcherons? Et des bouchers et des Bûcherons. bûcherons. Je n'ai pas très bien compris votre question, j'avoue. C'est un jeu de mots, hein? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ben, j'espère que Anwar Haddam aura compris. Sinon, je vous remercie. Ensuite, nous avons... Après, nous allons retourner à Anwar Haddam pour qu'il puisse répondre avant de reprendre les appels. Ben Abdallah de Tlemcen. Ensuite, nous irons à Anwar Haddam. Ben Abdallah de Tlemcen. Bonjour Jamal, bonjour à votre invité, Monsieur Anwar Haddam. Bonjour, c'est Ben Abdallah. Moi, j'ai une toute petite question, voilà. Oui, je vous en prie. C'est-à-dire, bon, est-ce que Anwar Haddam, en tant que, c'est-à-dire parmi, il est parmi Hadouk Louala, t'as les deux, le fils, Oui. ومن بعد شفنا واش صرا وراه كان واحد جاري كان واحد في الجبل عاد هو اسكيل n'a pas regretté les 300 000 morts en Algérie et blessés et disparus. Eh ben, c'est très bien, c'est clair. Il va vous répondre. Merci, c'est Ben Abdallah. Je reviens à Anwar Haddam. J'espère que vous avez entendu les questions et les commentaires de nos amis. Voilà, c'était un peu difficile d'entendre toutes les questions. Alors, Ahmed, j'ai pas compris le début quand même. Ahmed, moi j'ai noté la question d'El Mekki qui parle de Nekaz. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nekaz a proposé l'amnistie financière pour tous ceux qui ont détourné de l'argent, ceux qui sont rendus coupables de grande corruption, etc. Il a dit le meilleur moyen, c'est de les amnistier pour clore le chapitre et pouvoir tourner la page. Il y a Nordine de France qui parle de quelle est la solution pour un vrai changement, pour mettre fin à cette grave dérive. Il y a Farid d'Alger qui parle, qui nous affirme que dans ce pays, il n'y a que des bouchers et des bûcherons. J'avoue que je n'ai pas très bien compris. Et Ben Abdallah qui vous demande si vous regrettez votre parcours d'ancien leader du FIS. Ah, d'accord. Voilà. J'aimerais que vous répondiez de façon assez succincte pour que nous puissions revenir à nos téléspectateurs. Concernant cette amnistie financière, je pense que, premièrement, ça c'est l'argent du peuple. Donc il faut qu'il y ait un système qui sera représentatif du peuple vraiment, et c'est ces représentants qui vont décider. Notre proposition à nous, au cas où nous serons élus, c'est de proposer qu'il y a une sorte, non pas une amnistie financière, mais de considérer ces sommes énormes d'argent qui ont été dilapidées, si on arrive à les localiser, de les considérer comme un investment, comme un investissement, et ainsi, pour tenir, parce que je comprends cette question de recouvrer tout l'argent, etc., qu'on considère ça comme un investissement et qu'ils doivent retourner ça. Donc, il y a une certaine, parce que ça c'est pas, ça veut dire, condamner tout le monde aussi, c'est pas possible. Donc, ça veut dire on lui pardonne, mais il restitue l'argent, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cet argent doit être utilisé pour le développement de notre pays. C'est ce qui nous intéresse le plus. D'accord. Pas suivre les gens, etc. La deuxième question que j'avais compris, Nordine, je pense, parce qu'il a dit où est-ce qu'elle est la solution. Oui. À mon avis, je pense que, bon, bien sûr, il y a des solutions à gérer rapidement, à essayer d'avoir rapidement pour arrêter cette hémorragie de nos ressources naturelles et de notre argent. C'est d'avoir une commission indépendante qui s'occupera
de ce qu'on appelle le tahawul iqtisadi, de cette transformation économique, d'avoir pour revoir tous ces contrats qui ont été passés par cette mafia, par ce groupe de criminels actuellement, et d'essayer de les revoir tous, et ainsi de revoir par exemple aussi comment utiliser d'une manière plus saine l'argent qui a été distribué dans le cadre de l'ANSEJ, afin que vraiment les jeunes, nos jeunes, s'investissent vraiment dans une économie de production réellement, etc. Donc, il faut faire ça maintenant. Sinon, pour le long terme, je pense que, et nous revenons à l'histoire de Ammi Issa, Allah yarhamou, il faut investir premièrement dans notre éducation civique et religieuse. Si l'institution les lycées, les écoles qui ne font pas leur devoir, c'est à nos parents de faire ça. C'est à nos familles algériennes. Elles doivent prendre en charge leurs enfants et les éduquer civiquement et religieusement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut valoriser الحب نتاع l'éducation, نتاع العلم, نتاع la science, parce que c'est très un pays sans un système éducatif n'a pas d'avenir. Oui. Et aussi finalement la question valoriser le sens du travail et essayer d'avoir justement afin de préparer la prochaine génération vers une économie de production et sortir un dit de cette économie de bazar, etc. D'accord, c'est Nourad. Nous allons reprendre... regretter quoi? Il faut, nous demandons qu'il y ait un état de droit, une justice indépendante, afin qu'il y ait le regroupement le rétablissement de toute la vérité, ce qui s'est passé dans la décennie noire, et ainsi, on répartira les responsabilités des uns et des autres. À ce moment-là, on pourra parler de repentance, etc. Nous pensons que nous n'avons rien fait de mal, qu'on doit être jugé sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit, et non pas sur ce que les gens ont dit avec la manipulation des médias, etc. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est to focus, sur l'avenir. Essayer de faire cette transition vers un système démocratique qui sera représentatif du peuple, et ainsi on aura un état de droit. À ce moment-là, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller vers l'avenir sans repenser nos blessures. Nous allons reprendre... sans qu'il y ait le rétablissement de la vérité. Nous allons reprendre quelques appels et nous revenons à vous, Anwar Haddam. Ahmed d'Alger. سي جمال سلام. شوف انا كلمتك قبيل انا ربما شافي عليا. وي. حبيت نرجع للانسان اللي قال لك سي عيسى الله يرحمه يهودي، ونقول له اولا اليهود ما يسموش عيسى. وي. دابور. هذه واحده. وي. هذه انا نعرف بلي ما يسموش عيسى، هم يسون كونتر لو جيزو. لا فامي مقلاتي اي كوني دون تو لي زوغيس. ما كانش اللي ما يعرفش لي مقلاتي. وثاني اذا كان يهودي وما دارش الشر. Exactement. Mais Barakallahu fik, c'est Ahmed. Merci pour cette précision. Mais vous savez, ces gens-là existent et ils existeront toujours. Mais exactement, vous avez tout à fait raison. Barakallahu fik, c'est Ahmed. Barakallahu fik, Kamal de France. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah yaounkum si Jamal. Rahmou aldik, barakallah. Je peux vous signifier d'emblée que j'ai été sidéré par les propos qu'a tenu le monsieur. Il disait que Hadouna Sihoud, déjà, il faut faire la différence entre Yahoudi tout court et Osahiyoni. Il y a une différence entre les deux. Yahoud Kaoutna. Exactement. Mais à ce propos, je crois, Ammi Issa, je le connais personnellement. Je suis natif de Batna et j'ai connu le monsieur. J'étais servi tous les matins par la 2 chevaux, le serveur, les jibna al-khobz, le boulanger. Exactement. Voilà. C'est vrai. خويا لا اله الا الله محمد رسول الله الناس هادو حبوا يخدموا البلاد je le connaissais personnellement je connaissais un de ses fils il avait une traction avant كحله نزيد نسمي لك حتى نعرف واحده من بنات يبدا اسمها باف الناس هادو راهم ما شاء الله ونعرف عمي الوردي شعباني اللي كان اكزاكت تاعنا في بلاصه هذا الاكتوال مسيو حداد بصح هذاك كان يخدم يقول لنا نخدم ما نخدمش على الصوارد نخدم للشيعة يخدم pour le prestige. C'est vrai. Allah yarhamou Ammi الوردي. C'est vrai. Je me rappelle très bien. Donc
Il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'aurai l'opportunité d'intervenir à propos d'autres sujets parce que j'ai beaucoup à dire à propos de mon pays, à propos de tout ce qui se passe dans mon pays. J'espère que vous nous rappellerez. Barakallahu fik, si Kamal. Ana Tayyib de Sidi Belabbas. Bonsoir à tous les spectateurs de la chaîne maghrébine. اهلا بك. اولا يا اخي في الجزائر ما عندنا لا توريزم لا حتى شيء. لا يوجد توريزم في الجزائر. يوجد في الجزائر الا السراق. وانا من منطقه نورمالمون تكون منطقه نورمالمون تكون توريستيك. ان ريجيون توريستيك اون الجيري ما فيها لا توريزم لا ولا. فيها الا الصراعات على النفوذ. صراعات على النفوذ على المناصب. انظر الى جبهه، انا نعرف الناس هنا في ممثلين عن جبهه التحرير مشاركين في هذا المؤتمر، كلهم ناس فاسدين، ناس سراق، ناس تاع مصالح. الجزائر في خطر يا اخي، الجزائر في خطر اذا مشات بهذه الطريقه، فالحل الوحيد هو ان هذا بوتفليقه يذهب، هذا هو الحل. بارك الله فيك. ميرسي طيب من سيدي بالعباس. عبد المجيد de l'Arabie Saoudite, d'Arabie Saoudite. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Just a question to Mr. Haddam. Just how are you going to do with the French relationship between Algeria and France? So the problem, as we know, the problem is France. France is making a lot of trouble for Algeria, and all what we have as problems in Algeria, some let's say part of it is from France. So what is your solutions that you're going to propose for Algeria, please? Thank you very much. ولو ما فهمت فيها ترن بصح معليش. Nabil de Gisèle. J'espère que Anwar Haddam a compris, du moins. Salut Jamal. أهلا بك يا نبيل. Comment allez-vous? والله très bien et vous-même أخويا نبيل. Vous êtes amusant. ربي يعيشك يبارك فيك. Bonjour à notre invité Anwar Haddam. Merci, il vous écoute. Je souhaite bon établissement à l'historique Hussein Ait Ahmed. Oui. Je pose une petite question à votre invité, M. Anwar Haddam. Je dis, de quelle ceinture M. Fidel a discuté? Merci. Oui. Alors, merci Nabil. Avec nous, le dernier appel. On va prendre le dernier appel. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? Très bien. Alors, je reviens à Anwar Haddam. J'espère que vous avez entendu nos intervenants. Donc, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Vous répondez et vous concluez. Si c'est possible, c'est possible juste de résumer les... Parce que vraiment, quand il y a j'arrive pas à bien comprendre le... C'est dommage, mais... C'est dommage, oui. Les gens déplorent... la relation avec la France ou c'était ça? Moi, je parle pas anglais, donc... Ah, d'accord. Si j'ai bien compris, c'est ça le... Il parlait de la relation de la France avec l'Algérie, il semble à peu près... Non, c'est ça justement, enfin, en tant que conclusion aussi, et pour comprendre la solution, pour essayer d'élaborer un peu plus en tant que conclusion, il y a aussi cette notion qui veut dire, les gens disent, on a même vu des gens, malheureusement, qui se prennent pour être des religieux, et qui ont trouvé des fatwas pour utiliser rachwa, etc. Ça, c'est un fait impardonnable en Algérie. Parce que ça montre que même c'est l'un de nos éléments les plus importants, nos valeurs de l'islam, et qui sont en train d'être détruites par ceux qui se disent être islamiques. Et on les a vus rentrer dans cette infernale, comment dire, corruption, etc. Moi, je pense qu'on pourra arrêter ça. Il faut que les gens prennent la responsabilité, prennent la conscience que ça va de l'intérêt, ça va de l'avenir de notre pays, qu'il faut arrêter cette corruption. Moi, je ne fais pas de la corruption. Chacun doit penser comme ça. Chacun doit se dire, moi, je n'en rentre pas dans cette corruption. Et ça sera le début d'un mouvement social. Mais la plupart, il ne nous reste plus beaucoup de temps. La plupart de nos téléspectateurs demandaient en substance
qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Eh oui, justement. Donc, il faut premièrement ne pas faire partie. Il n'y a aucune justification pour il faut revaloriser la notion de le travail et le gain halal. Deuxièmement, avec la France, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'un régime pourri, un régime qui est corrompu, ne pourra pas être en faveur des intérêts de la France, ou les intérêts de nos partenaires économiques en général. Donc, mais c'est le travail de fond, c'est, comme je l'avais dit, c'est de préparer la génération future. Ainsi, on peut aider nos jeunes dans les différents lycées, dans les différentes universités, pour essayer d'avoir accès à la science. Et on peut, moi, j'encourage nos Algériens universitaires qui se trouvent à l'étranger d'essayer d'adopter ce système de l'année sabbatique. Essayer de rentrer au pays une année, juste une année, et essayer, s'ils peuvent, rejoindre des universités. Il y a des petites universités qui acceptent ça, dans l'intérêt de leur pays, essayer d'aider à l'éducation au niveau des universités. Sinon, bénévolement, essayer de faire ça au niveau des villes et des villages où ils habitent. Il faut avoir un mouvement social comme ça pour reprendre en charge nos jeunes. C'est notre avenir, c'est notre futur. Merci. Une génération qui ne pense pas à l'éducation, qui ne pense pas au travail, qui veulent s'accumuler la richesse parce qu'ils disent « Ah, le boss, ça nous mène droit au mur. » Donc, il faut essayer de se prendre en charge, nous, en tant que société. Ça en parallèle, ce qui se passe dans le côté politique, essayer de faire cette transformation et du système politique, etc. Merci, mais on Anwar peut déjà se prendre en charge en tant que... Merci Anwar Addam, barakallahu fik, en espérant vous revoir bientôt et plus souvent dans nos émissions. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, qawala khair, slama.